Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture. Comme vous pouvez le constater, le décor a changé. Là vous voyez en fait l'endroit où je m'assois pour lire. D'habitude il y a des coussins derrière mais là je les ai... Parce qu'ils sont moches, hein, soyons honnêtes, c'est juste pour mon dos. Sinon nous sommes le 24 juin, il fait chaud dehors mais nous sommes le soir donc ça va un petit peu mieux. Il y a peut-être un léger courant d'air qui doit venir de l'entrée, c'est très bien. Parce que nous on a fermé les portes, hein. Ça je peux vous le garantir. Donc sur ce, je vais vous faire ce point réception, désolée je suis un peu à l'ouest. On va commencer avec Mieko Kawakami, Saint et eux aux éditions Babel. On suit l'histoire de trois femmes, enfin deux femmes et une adolescente. Makiko a 40 ans et décide de se rendre chez sa sœur avec sa fille, chez sa sœur Natsu qui a 30 ans. Sa fille, je ne sais plus quel âge elle a exactement, et elle se rend à Tokyo. Il faut savoir que Makiko a décidé de se faire refaire la poitrine. Pourquoi pas, et que c'est là que toute l'histoire commence, à l'arrivée à Tokyo de ces deux femmes, de cette femme et sa fille plutôt. Et en fait ce livre est un hymne à la féminité, dans le sens où quand l'autrice, il faut parler de règles, elle parle des serviettes hygiéniques, de la découverte de la féminité par le biais de l'adolescente, de la découverte de la fin, on va dire, de la féminité, enfin où cette période clé, vous savez, où dans tous les pays du monde à 30 ans on vous dit si tu n'es pas marié, que tu n'as pas d'enfant, tu as raté ta vie, grosso modo c'est ce qu'on vous dit en tant que femme. Grosso modo c'est le cas de Natsu, mais Natsu s'en fout un peu, voilà. Et elle me ressemble un peu à Natsu. Et en dernier vous avez Makiko qui elle, elle a passé l'âge forcément de la féminité et elle se sent plus femme, et pour se ressentir femme et plus séduisante, enfin séduisante à nouveau, elle décide de se faire refaire la poitrine. J'en dis pas plus sur ce point de vue là. L'adolescente, du fait de sa découverte de la féminité, supporte pas ça du tout, donc ne parle plus. En tout cas pas, je vais dire pas à sa mère, mais même pas à Natsu non plus. Elle communique un peu avec Natsu, mais j'en dis pas plus non plus, je vous laisse découvrir. Le mieux c'est vraiment de le lire ce livre, et je pense que pour le coup, c'est un livre à faire lire à une adolescente, quelle qu'elle soit, qui découvre sa féminité, ou je sais pas, qui a ses premières règles peut-être, comment vivre ça, parce que justement le point de vue de l'adolescente m'a beaucoup plu. Enfin, les trois m'ont plu, mais celui de l'adolescente est le plus marquant parce que je pense pouvoir dire qu'on est nombreuses à l'avoir vécu comme ça. En tout cas, moi je l'ai vécu un peu sur un point, je l'ai vécu comme elle. Parce qu'en fait, l'adolescente, quand elle a ses premières règles, elle se souvient que sa mère dit « Ça y est, tu es une femme », sa famille dit « Ça y est, tu es une femme ». En quoi la société a décrété que c'est à ce moment-là qu'elle devenait femme? Je sais pas. Et moi j'avoue que je l'ai vécu pareil quand je les ai eus, et ma mère l'a su, et je me souviens, j'en parle volontairement parce que j'en ai reparlé après avoir lu ce livre-là avec ma mère, et ma mère était un peu étonnée et sur le coup, et après elle m'a dit ouais c'est pas faux. Parce que je me souviens que quand on avait eu une réunion de famille peu de temps après, et aux femmes de ma famille elle a dit oh, viens, ça y est c'est une femme machin. Moi j'étais là à me dire mais non, personne n'a besoin de savoir ça, enfin je sais pas, ça ne regarde que moi et mon avis, enfin grosso modo c'était ça un peu que je ressentais. Et effectivement c'est parce que la société a décrété que c'était, comment je vais dire, que le fait d'avoir ses premières règles effectivement te rendait femme, mais qu'il fallait pas trop en parler parce que c'est dégueulasse, faut dire ce qui est. Et que effectivement ce livre, je pense que si vous faites lire à un homme, ça peut être très drôle de voir sa réaction, parce qu'effectivement on rentre dans les détails, même d'un point de vue biologique, l'adolescente fait des recherches en fait. Et justement vous avez ce parallèle là en fait qui est fait, et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Il y a aussi un hymne à la différence, dans le sens où vous avez la différence d'âge mais aussi la différence de corps. Parce qu'à un moment donné, il y a une scène où on vous dit grosso modo, il y a autant de femmes belles qu'il y a, enfin de corps qu'il y a de femmes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouvais ça extrêmement bien fait, et je trouve ce livre rafraîchissant. Il n'est pas démoralisateur du tout, c'est pas un livre féministe non plus, c'est juste un livre juste sur la féminité, ça s'arrête là. Mais extrêmement bien fait, extrêmement court en plus, il se lit à une vitesse incroyable. Moi je me suis retrouvée plongée dedans. La seule chose qui pourrait peut-être perdre un peu le lecteur, moi ça m'a un petit peu voilà, perdu, mais je pense avoir compris la métaphore. Il y a une scène à la fin entre la mère et la fille que j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris la métaphore qu'il y avait dessus, et en même temps je pense avoir compris. Je suis pas sûre mais je pense.
l'histoire des œufs, je sais pas. Je vous explique pas de plus, mais je pense que le mot œuf a dû vous perturber là, mais moi j'avoue que je me demandais pourquoi il y avait le mot œuf sur la, enfin œuf sur la couverture. J'ai compris en lisant le livre, mais c'est une question que je me pose encore pour être sûre. Si c'était possible d'avoir la réponse, je la prendrais, mais bon. C'est un homme qui l'a traduit. Il a très bien traduit alors. Franchement bravo. Il a dû être surpris par ce qu'il traduisait, je pense. Amélie Nothomb, Métaphysique des tubes aux éditions Le Livre de Poche. Alors moi, Amélie Nothomb, soit ça passe, soit ça casse. Jusqu'à maintenant, j'ai fait un que j'ai pas aimé, un que j'ai... ouais, sans plus, et un autre que j'ai adoré. Donc je dis, c'est très fluctuant avec Amélie Nothomb. Celui-là, il a fait partie des meilleurs pour moi. Au début, j'ai rigolé, parce que je me dis, tiens, un enfant qui se prend pour Dieu, enfin un bébé qui se prend pour Dieu. Après, c'est la réalité, hein. Dans la réalité, quand un enfant naît, les parents sont en mode c'est un dieu. Voilà. Et puis au fil du temps, les parents se plaignent un peu parce que bah, ça crie, ça pleure et tout ce que vous voulez. En fait, ce livre raconte les 3 premières années de la vie de Amélie Nothomb. Donc déjà, c'est très surprenant dans l'écriture parce qu'on s'y attend pas du tout. Moi personnellement, au début j'ai rigolé parce qu'il y avait même un passage, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je l'ai partagé parce qu'il m'a fait mourir de rire. J'ai explosé de rire tellement que j'ai même pas pu continuer ma lecture le soir même, j'ai dû attendre le lendemain. C'est vous dire, s'il y avait un passage sur les parents de Dieu étaient belges et du coup bah, Dieu était belge, ce qui explique les catastrophes, machin. Un truc du genre, moi ça m'a fait exploser. Je rappelle que je viens frontière belge et je suis franco-belge. Voilà. Du coup, voilà, vous comprenez un peu mieux pourquoi ça m'a fait rire. Et justement, au fil du roman, en fait, on part de quelque chose un peu what the fuck, quoi. Et puis, au fil du temps, on rigole un peu moins et à la fin, on rigole pas du tout. Je vous dis d'office que moi, ça m'a... Voilà, c'est un peu choquant, mais en même temps, c'est pas plus mal, ça fait réfléchir. J'ai aussi trouvé ça astucieux que Amélie Nothomb ait réussi, parce que l'histoire se passe dans les années 70, si je me souviens bien. Et il me semble que, enfin c'est pas il me semble, c'est que je m'en souviens très bien, que les gouvernantes sont japonaises, que l'une des deux en veut aux occidentaux suite à ce qui s'est passé au cours de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est forcément compréhensible. Et j'ai trouvé ça absolument dingue qu'Amélie Nothomb ait réussi à caser ce passage-là. C'est un court passage, mais réussir à le caser dans un livre comme celui-là, c'est assez compliqué quand même, je pense. Mais de manière à ce que ça ne choque pas surtout. Ça, c'est encore plus compliqué. Donc ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe comme ça, c'est expliqué et c'est très très bien fait. C'est très court en plus. Donc voilà, un bon petit livre fort sympathique et qui fait réfléchir quand même s'il a l'air comme ça un peu complètement dingue au début, mais au final il y a une belle métaphore qui est faite quand même. Manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho aux éditions Le Livre de Poche, philosophie humaniste, c'est ce qui est marqué au bout. Enfin, en tout cas c'est ce qui est marqué, hein. Je sais pas si je dirais ça. Ouais, peut-être. L'histoire, c'est un petit garçon en fait qui va rencontrer une femme qui va lui dire sous l'eau il y a une cloche qui sonne, si tu l'entends tu seras un guerrier de la lumière. Grosso modo c'est ça. Il va travailler jusqu'à ce qu'il l'entende forcément, c'est pas un spoiler, hein, c'est le début de l'histoire. Et bien des années plus tard, une fois que c'est un homme, qu'il est, je sais même plus s'il est marié ou pas, enfin il revient dans son village d'enfance, et il revoit cette femme qui lui dit assieds-toi, tiens de quoi écrire et tu vas écrire le manuel du guerrier et de la lumière. Et puis je veux pas mais il va le faire quand même, de toute façon il n'y a pas le choix. Et il se trouve que quand je l'ai lu, au début je savais pas ce que je lisais. En fait je l'ai lu pour le défi lecture parce que il fallait bien que j'en lise un en fait, comme les autres d'ailleurs, je crois que je les ai quasiment tous lus pour le défi lecture là. Et en fait ce livre, j'ai adoré le message qu'il transmet dans le sens où il explique que tout être humain fait de son mieux, qu'on a tous des moments de passage à vide, qu'on a tous des moments où on en a marre de faire des efforts, il y a des moments où on a besoin de souffler, voilà. C'est tout au long du livre, hein, c'est comme ça, avec une écriture atypique, vraiment quelque chose de très apaisant, de très calme et posé. Le seul hic que j'ai, c'est le seul que j'ai. Alors je vous montre un peu comment ça se présente parce qu'il y a une présentation aussi, c'est des courts passages comme ça, hein, ça va extrêmement vite à lire. C'est pas pour autant que j'ai lu d'une traite, hein, je vous le dis.
Donc moi justement cet aspect là m'a beaucoup plu. Le seul hic que j'ai, c'est est-ce qu'il était obligatoire de mentionner Dieu, Jésus, enfin la religion quoi, et de sous-entendre que pour être un guerrier de la lumière, il faut forcément être croyant. Je pense pas. Je suis convaincue que non. On peut être athée ou même d'une autre religion et faire de son mieux aussi. Chacun selon ses principes, de préférence bienveillant. Hein. De toute façon, ce qui est expliqué dedans, c'est la bienveillance qui prime sur le reste. Et qu'il est à la limite plus difficile d'être un guerrier de la lumière, pour reprendre l'expression, que d'être un guerrier de l'ombre. Enfin de l'ombre, du côté adverse on va dire. Et c'est très bien fait, je trouve ça très bien fait. Le seul hic que j'ai, c'est la religion, mais ça c'est personnel. Hein. Mais bon. La tresse de Laetitia Colombani, éditions Grasset. Alors oui, vous en avez tous entendu parler, il fait le buzz partout. Encore aujourd'hui, il y en a qui le lisent. Alors je sais qu'il existe des gens qui n'ont pas apprécié, et pour des raisons que je comprends tout à fait en plus, c'est ça le mieux. Mais ils sont rares quand même. Mais je vais vous en parler. Je trouve le résumé extrêmement bien fait. Il y a 3 femmes qui ont forcément des vies différentes, sur 3 continents différents aussi. En Inde, vous avez Smita qui est une intouchable. Alors pour ceux qui ne savent pas, les intouchables, c'est les personnes qui sont tout en bas de la société indienne. Gandhi avait voulu la supprimer, mais il n'y est jamais arrivé, malheureusement. Et elle rêve de pouvoir que sa fille puisse aller à l'école. Parce que oui, cette catégorie de classe-là n'a pas le droit d'aller à l'école. Tu ne sers à rien, tu ne dois pas avoir un minimum de culture, sinon bah, tu pourrais te rebeller. C'est un peu ça l'idée. En Sicile, vous aviez Gyula qui travaille dans l'atelier de son père, et son père jusqu'au jour où son père est victime d'un accident. Et elle va devoir reprendre les choses en main, sauf qu'elle va découvrir que l'entreprise familiale est ruinée. Et au Canada, Sarah, une avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Vous vous dites en quoi elles sont reliées? Et ben je vous le dirai pas, parce que je l'ai pas vu venir. Je vous avoue que j'ai rien vu venir, et je trouve ce livre extrêmement... J'ai vu que certains avaient dit que l'écriture était pas extraordinaire, etc. Mais je trouve que justement, si elle avait pris une écriture plus travaillée, etc., on n'aurait pas ressenti les émotions, on n'aurait pas vécu de la même façon le livre. Et j'aurais trouvé ça franchement dommage. D'autant que ces 3 femmes, Smita a un caractère, mais waouh, c'est une guerrière quoi. Elle a beau être en bas de la société, elle a décrété que sa fille ne vivrait pas la même vie qu'elle, et elle va tout faire pour quoi. C'est une maman extraordinaire et c'est une femme extraordinaire. Je l'admire, c'est tout, je peux rien dire d'autre. Concernant Gyula, elle est plus... Donc la société indienne déjà, alors pour revenir sur Smita et la société indienne, on vous explique le statut de la femme et des intouchables aussi en même temps au sein de la culture indienne. Et je dois vous dire que déjà être une femme en Inde c'est déjà une horreur, mais être une intouchable et une femme en même temps en Inde... j'ai pas envie du tout d'aller dans ce pays en tant que femme. Mais alors pas du tout. Je connais une personne, enfin j'ai travaillé avec une personne par le passé, et cette personne va régulièrement en Inde, et je sais pas comment elle fait. En tant que femme, c'est pas ce que je ferais moi personnellement. Bref, ça refroidit beaucoup. En Sicile, donc Viola, alors c'est en Italie, vous savez comment c'est avec les femmes sont plutôt genre à se soumettre à l'homme, à être des femmes au foyer, enfin c'est cliché, mais voilà, c'est comme ça que la société fonctionne. Et Gyula, elle a pas vraiment de grands rêves, elle se plaît bien dans la société de son père, enfin, elle vit très bien, elle n'a pas envie forcément de changer, même si tout le monde voudrait bien, il voudrait bien la caser aussi, mais elle ne veut pas. Du caser de préférence d'ailleurs avec un jeune homme qui certes est amoureux d'elle, mais qui est étrangement le fils d'une autre société italienne dans la même ville en fait. C'est bizarre hein. Donc voilà, encore l'image de la femme qui est comme d'habitude un objet. Et au Canada, Sarah, alors Sarah c'est... Comment j'ai expliqué ce personnage? Sarah c'est la femme qui a réussi à couper, vraiment à séparer vie privée et vie professionnelle, jusque là qu'ils font, hein. Sauf qu'elle, elle va jusqu'à se couper en deux elle-même, c'est-à-dire que elle a son comportement au travail, où elle parle jamais de sa vie privée, elle ne montre aucune émotion, aucune faille, machin, et à la maison, bah, c'est une maman, et voilà, et elles seront, puis bah, jusqu'au jour où elle va être malade, quoi, elle va découvrir sa maladie. Je ne dirai pas ce que c'est non plus, sinon je spoil le livre en fait, c'est compliqué d'en parler. Et justement, je trouve de toutes les évolutions, celle de Sarah est la plus touchante, dans le sens où bah, Sarah elle va réaliser que bah, elle n'est pas indispensable, grosso modo.
Elle va réaliser que elle a peut-être loupé certains moments de sa vie avec ses enfants, et de ce point de vue là je trouve que c'est peut-être le personnage le plus touchant. Après celui de Smita est le plus admiratif, celui que j'admire le plus. Et Gyula, Gyula c'est ouais, c'est peut-être celle à qui je ressemble le plus, peut-être. Si je devais me comparer à un des personnages, je pense que Gyula c'est celle à qui je ressemble le plus. Ouais, peut-être, je sais pas. Enfin, tout est que, voilà, tout le long du livre, j'ai cherché à les relier les unes aux autres. Et le seul moment où j'ai cru que j'allais pouvoir trouver, eh ben non. Quand j'ai lu les dernières pages, je suis désolée, une bestiole qui vole dans l'appart, hein, mais là j'y peux rien. Quand j'ai lu la fin, je me suis dit, oh mais c'est beau. En fait, il y a des petits passages dans le roman écrits en italique, on ne sait pas qui s'exprime. Et même là encore, je ne le sais pas, mais à la limite, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je me demande si c'est pas une employée de l'entreprise de Gyula en fait. Je me demande. Parce qu'il y en a qui disent que c'est l'autrice, mais non, moi je pense pas. Je sais pas. J'ai aucune idée. Et ils sont très très bien écrits ces passages-là en italique. Je trouve qu'il y a une forme de poésie quand même qui est présente dans ces passages-là. Enfin, tout est que voilà, c'est un hymne à la femme, c'est un hymne à la vie, c'est un hymne, c'est un appel à la tolérance aussi. Ça dit bien clairement que on a tous besoin les uns des autres, quel que soit le pays. J'en dirai pas plus, sinon j'ai spoilé quelque chose. En tout cas, il m'a beaucoup touché ce livre. Je sens que c'est le genre de livre que je relirai parce que il en valait la peine. Franchement, merci à ma librairie de me l'avoir recommandé en comité de lecture. Et le dernier, celui-là j'ai jubilé. En fait, je l'ai reçu, je vous le dis, je vous fais un spoiler sur le prochain point réception. Je vous le mettrai pas dedans, ça sert à rien. Je devais l'attendre, mais j'ai pas pu résister. J'ai déjà lu la moitié chez mes parents en fait. J'ai reçu un colis. Oui, j'avais dit que je commanderais plus le mois de janvier, tant pis. J'ai reçu un colis et dedans il y avait Qu'il est bon d'être mauvais de l'odieux connard. Je suis navrée pour l'insulte, mais c'est l'auteur, voilà, il a choisi un pseudo. Et autant vous dire que j'ai explosé de rire tout au long de ce livre. Il aborde tellement de sujets et je trouve qu'en plus, je dis pas qu'il doit être féministe, hein, mais ces messieurs vous en prenez plein la tronche quand même, je suis désolée. De manière indirecte, parce qu'il a fait un chapitre sur les femmes et sur la séduction du point de vue de l'homme et la séduction du point de vue de la femme, mais il est parti de la femme pour montrer pas que sur un site internet, en fait il a trouvé un article disant comment l'homme devait séduire une femme et comment réagir face aux réactions de la femme. On n'est plus au XVIIIe siècle, hein, messieurs, j'ai envie de dire. Le cinéma américain s'en prend plein la tête aussi, et j'ai explosé de rire aussi. Et en fait, il fait des résumés spoilants sur Twilight ou Hunger Games ou Harry Potter, et je les ai lus, j'ai explosé de rire. Pourtant, j'aime beaucoup ces sagas, hein, attention. Mais il montre bien la cohérence de certaines choses. Il a fait un truc, genre une page Facebook sur le Seigneur des Anneaux. C'est juste même... Franchement, le jour où vous ennuyez, où vous n'avez pas trop le moral, mais lisez ça quoi. Franchement, lisez ça. 50 nuances de gris, il a fait un truc. Alors moi j'ai jamais lu, j'ai jamais vu, je veux rien savoir. Mais là je les ai lus et j'ai dit mais c'est tellement vrai. D'ailleurs je savais pas à la fin comment ça se terminait, maintenant je sais. C'est très bien. Alors un minimum de jugeote apparemment l'héroïne. Enfin je sais pas, dites-moi en commentaire si c'est vraiment comme ça que ça se termine, mais voilà. Il y a des tests aussi pour savoir quel genre de lecteur vous êtes, de séducteur ou de psychopathe aussi. Il y a aussi un truc... Ça, c'est... Alors, je m'adresse à Bouquinette parce que c'est pourquoi, mais voilà, il y en a qui sont sûrement enseignants ou voilà, qui... Il y en a il y en a sûrement qui sont voilà, parmi mes abonnés qui sont enseignants, voilà, qui... Il y a un passage sur l'éducation nationale et les élèves. Les gamins s'en prennent aussi plein la tronche. Mais c'est marrant, c'est pas, je vous rassure, c'est pas dégradant, c'est pas vulgaire, c'est pas se moquer violemment, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas méchant. C'est vraiment dans le but de rigoler et de montrer l'absurdité du monde et de la société par moments, parce que c'est comme ça. Les femmes sont les premières victimes un peu, et ça le montre bien je trouve. C'est forcément parce que ça me touche. Le chapitre sur les chats, alors ceux qui ont des chats, ils vont exploser de rire. Le passage sur les caddies m'a fait profondément rire, je sais pas si je le retrouverai. Ah si.
Ouais, si, c'est ça. Parce qu'il a écrit un truc sur les caddies. J'avais fait la vanne à ma mère en fait, mais c'est la première fois que je le vois écrit et beaucoup mieux que moi. Alors, c'est marqué. Qu'est-ce que c'est marqué? Ah voilà. Et surtout, comment diable des types qui n'arrivent pas à manœuvrer un chariot ont-ils pu arriver jusqu'ici en voiture? Voilà, voilà, voilà. Moi je dis toujours il faudrait passer le permis caddie. Donc voilà, 4 lectures super sympas, une qui m'a fait profondément rire, qui m'a détendue et c'est ça qui m'a remis le pied à l'étrier. Je crois que j'avais juste besoin de rire en fait. Sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!